Nous allons enchaîner et demander à Louise Forteau de venir. Donc on passe de la génétique à la partie élevage, comme on le disait, donc sur diluer le parasitisme des chevaux à l'herbe grâce aux bovins. Et comme ça a été une conférence publicité, vous avez le droit à 5 minutes de plus que les autres. Bravo. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Louise Forteau. Je travaille à l'INRA, UMRH, UMR Herbivore, situé du côté de Clermont-Ferrand. Je suis en thèse. Je suis co-encadrée par l'IFCE et l'INRA. Et je vais vous présenter une partie de mon travail qui porte sur la réduction du parasitisme des équins grâce au pâturage mixte avec les bovins. Donc, je vais vous présenter un peu les enjeux du parasitisme et les méthodes alternatives pour contrôler l'infestation parasitaire. Donc, le parasitisme chez les chevaux, ça peut causer des diarrhées, des pertes de poids, voire même dans 4 à 9% des cas, des décès. C'est un fort enjeu pour les chevaux, notamment à haute valeur génétique. Actuellement, on a vu un développement des résistances aux anthelmintiques. Si je vous présente les 3 grandes familles de molécules, qui sont les benzimidazole, donc c'est plutôt Panacur, Pyrantel et lactone macrocyclique, donc là c'est ivermectine et moxidectine. On a au niveau des parasites appelés les strongles, des résistances très fréquentes pour le benzimidazole, modérées pour le Pyrantel et assez rares encore pour les lactones macrocycliques, sachant que ces molécules ont une durée d'efficacité plus ou moins longue, qui est en fait juste une seule journée pour le benzimidazole, donc le jour où on vermifuge, et jusqu'à plus de 60 jours pour les lactones macrocycliques. Donc on pourrait penser que les lactones macrocycliques sont la solution pour contrôler les parasites, enfin, en tout cas les strongles, sauf que ça a des effets négatifs sur les insectes coprophages, et en plus on voit quand même un début de résistance qui commence à arriver dans certains pays d'Europe sur certains lactones macrocycliques. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes de résistance sur ces molécules. Pour présenter un peu plus les petits strongles, c'est un parasite gastro-intestinal qui est le plus commun chez les chevaux. Les petits strongles sont 90% des strongles. Et ce sont les jeunes chevaux de moins de 3 ans qui sont les plus sensibles à ces parasites. Actuellement, on cherche donc des pratiques alternatives aux vermifuges pour contrôler l'infestation parasitaire. Donc il y a différentes options de contrôle qui se séparent en 3 options, qui sont de stimuler la réponse immunitaire des hôtes, d'éliminer les vers dans l'hôte avec des molécules naturelles notamment, ou de réduire le contact entre les hôtes et les larves infestantes. Donc mon travail il porte sur cette 3e partie, puisqu'en fait il y a une spécificité relative entre l'hôte et les strongles. Donc les strongles ont un hôte souvent unique, et on s'attend du coup à un effet de dilution quand différentes espèces d'herbivores pâturent ensemble sur les mêmes pâtures. Donc au niveau du pâturage mixte, entre ovins et bovins, ça a déjà été prouvé dans plusieurs études que c'était efficace pour réduire la charge parasitaire sur les agneaux. Chez les chevaux, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une association quand même cheval-bovin, et un peu plus particulièrement cheval de selle bovin allaitant, qui est assez fréquemment retrouvé en France, et qu'il n'y a qu'une seule espèce de strongle qui est commune entre les bovins et les équins, et qui représente que 15% de l'infestation chez les chevaux, donc c'est quand même assez faible. Actuellement, il n'y a pas de publication scientifique de l'effet du pâturage mixte entre bovins et équins sur l'infestation par les strongles. Donc on s'est posé 3 questions pour cette étude. La première, c'est est-ce que les éleveurs de chevaux de selle intègrent la problématique du parasitisme dans les pratiques de gestion de troupeaux et des pâturages? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une différence des pratiques de gestion du parasitisme entre les systèmes mixtes chevaux de selle bovins allaitants et les systèmes spécialisés chevaux de selle? Et la troisième question, est-ce que les jeunes chevaux sont moins infestés lorsqu'ils pâturent avec des bovins dans des systèmes mixtes, ce qui confirmerait notre hypothèse de dilution? Donc pour répondre à ces questions, on a fait des enquêtes en exploitation, mixtes chevaux de selle bovins allaitants et spécialisés chevaux de selle dans 2 régions françaises, que je vais vous présenter ensuite. Et on a aussi fait des coproscopies sur des jeunes chevaux d'exploitation mixtes et spécialisés uniquement dans une des 2 régions. Donc les 2 territoires qu'on a étudiés, c'est la Basse-Normandie et le Massif central. Donc la Basse-Normandie, pourquoi? Parce que c'est une région plutôt océanique, avec un atelier équin qui est principal pour assurer le revenu. Et on a surtout rencontré des éleveurs de chevaux de sport plutôt de haut niveau, de valeur génétique assez élevée. Alors que dans le Massif central, on était plutôt dans une région continentale, avec un atelier bovin qui était principal. Et là, on retrouvait plus souvent des chevaux de loisirs, de valeur faible à modérée. Donc on a fait des enquêtes en exploitation sur ces 2 territoires. Au total, on a fait 44 enquêtes, 23 en élevage mixte,
chevaux de selle bovins allaitants et 21 en élevage spécialisé chevaux de selle. Et on leur a posé des questions sur leur gestion du parasitisme et leur gestion de l'herbe. On a fait des entretiens en face à face qui duraient en moyenne 1 heure et demie. Donc c'était entre 30 minutes et 2 heures, ça dépendait vraiment des éleveurs. On leur a posé des questions donc, sur les traitements qu'ils effectuaient, la date du traitement, le nombre de traitements, les molécules qu'ils utilisaient par catégorie animale et leur stratégie de décision de vermifugation. Et au niveau de la gestion de l'herbe, on s'est aidé d'un schéma d'allottement. Je vous ai présenté un exemple un peu à côté pour avoir un peu les pratiques alternatives qu'ils faisaient pour gérer le parasitisme et pour pouvoir surtout calculer le chargement et le pourcentage de parcelles pâturées fauchées, puisque un chargement faible réduirait l'infestation parasitaire des parcelles et un pourcentage de parcelles pâturées fauchées, en tout cas le fauchage, permettrait de réduire aussi l'infestation parasitaire des parcelles. Donc ensuite, on a fait aussi des coproscopies. Donc là, cette fois, c'était uniquement dans le Massif central, sur des jeunes chevaux de selle qui étaient entre 1,5 et 3,5 ans, qui n'avaient pas été vermifugés depuis 12 semaines, puisque ça respectait en fin de compte le temps de rémanence de la molécule la plus longue, qui est l'amoxidectine, qui a 90 jours de rémanence. Au total, on a récupéré 46 crottins frais, de 23 chevaux qui pâturaient avec des bovins et de 23 chevaux qui pâturaient seuls. Et on a fait une analyse coproscopique à l'aide d'un laboratoire privé. Donc si je vous présente d'abord mes résultats d'enquête, donc tout d'abord les pratiques de gestion du parasitisme et ensuite la comparaison des pratiques entre systèmes mixtes et systèmes spécialisés. Donc ce qu'on a pu déjà observer, c'est que tous les éleveurs, donc les 44 éleveurs, font du traitement systématique basé sur le calendaire. Que les anthelmintiques qu'on retrouvait le plus fréquemment, c'était le fenbendazole avec 36 élevages sur 44, alors qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de résistance. L'ivermectine dans 33 fermes et la moxidectine dans 22 fermes. Que 20 élevages sur 44 disaient clairement, honnêtement, assez facilement qu'ils avaient des problèmes de gestion du parasitisme dans leurs élevages. Et que 18 sur les 44 éleveurs mettaient en place des pratiques alternatives de gestion du parasitisme. Alors ces pratiques, il y en a différentes. Des pratiques qui sont liées plutôt aux gestion du troupeau ou des pratiques plutôt liées au nettoyage des parcelles, sachant que toutes ces pratiques, certaines de ces pratiques n'ont pas encore prouvé leur efficacité. Donc en gestion du troupeau, dans 4 élevages, on trouve le pâturage mixte, ce qui représente à peu près 17% des éleveurs mixtes qui utilisent la mixité dans un objectif de réguler le parasitisme. Après, on a le chargement faible, les lots stables, le pâturage tournant. Et au niveau du nettoyage des parcelles, le plus fréquemment retrouvé, c'est l'achot et le gyrobroyage. Et ensuite, l'ARCERS. Et en dernier, qui est pourtant celui qui est plus reconnu, c'est enlever les crottins dans une seule ferme. 35% des éleveurs mixtes, donc ça représente 8 éleveurs sur les 23 enquêtés, sont conscients de l'avantage de la mixité pour réguler le parasitisme, mais du coup 4 sur ces 8 éleveurs ne la mettent pas en place pour réguler le parasitisme. Ensuite, on a voulu du coup faire une typologie des pratiques de gestion du parasitisme. Donc on a fait une analyse en composantes multiples sur plusieurs variables que sont le type de système, la région et la valeur génétique des élevages. Ensuite, on a fait, c'était aussi des variables liées aux conduites du pâturage, qui étaient donc le chargement, la proportion de pâturés fauchés et s'ils mettaient en place une gestion intégrée du parasitisme. Et enfin, des variables liées plutôt à la gestion du parasitisme, donc le nombre de traitements administrés, la rémanence des molécules, la stratégie de vermifugation ou encore la personne qui était plutôt en charge du protocole de vermifugation. Donc au total, on a obtenu 3 clusters, 3 groupes. Donc le premier groupe qui est en bas à gauche en noir, qui va s'appeler Nord, c'est un groupe qui est représenté de 22 fermes, très majoritairement des fermes de Normandie, dont la valeur génétique des élevages était excellente, avec 64% de ces éleveurs qui étaient des éleveurs mixtes. Ensuite, on a le deuxième groupe en haut à gauche, qui est le MC Mix, composé de 10 fermes, cette fois très majoritairement des fermes mixtes du Massif central, et qui étaient majoritairement à destination loisirs. Et enfin, le troisième groupe, le MCSP, là, c'était très majoritairement des élevages spécialisés du Massif central, avec valeur génétique haut niveau à excellence. Donc pour vous présenter un peu ces groupes, on va déjà comparer mix spécialisé du Massif central. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà au niveau du nombre de traitements, les éleveurs mixtes semblent moins vermifugés que les éleveurs spécialisés. Qu'au niveau de la personne qui décide du protocole de vermifugation, chez les mixtes, c'est l'éleveur seul, alors que chez les spécialisés, le vétérinaire a une importance bien plus grande, puisque c'est soit le vétérinaire seul, soit l'éleveur aidé du vétérinaire qui prennent la décision.
Au niveau de l'intégration du parasitisme dans les pratiques de gestion, là, cette fois, c'est les spécialisés qui les mettent en place, pas trop les mixtes. Et au niveau des pratiques liées gestion de l'herbe, on a un chargement plus faible et plus de parcelles pâturées et fauchées chez les spécialisés, ce qui montrerait du coup des pratiques un peu moins risquées, en tout cas pour la gestion du parasitisme. Si on regarde ensuite la Normandie, qui a plutôt des choses entre les deux, le seul truc qu'on pourrait vraiment dire, vraiment préciser, c'est au niveau de la rémanence des vermifuges administrés. Les Normands ont l'air d'utiliser plus souvent des vermifuges à rémanence longue, donc l'ivermectine et la moxidectine, qui n'ont pas encore trop de résistance. Savoir pourquoi, on s'est posé la question. Ce serait peut-être dû à la présence plus importante de vétérinaires spécialisés équins en Basse-Normandie par rapport dans le Massif central. Donc pour conclure sur cette partie, donc, tous les éleveurs font de la vermifugation systématique calendaire, même si on a dit qu'il y avait des risques de résistance aux anthelmintiques. Que plus d'un tiers d'entre eux ont mis en place des pratiques alternatives. Que 35% des éleveurs mixtes croient en l'effet bénéfique de la mixité sur le contrôle de l'infestation parasitaire. Et qu'il y a des différences de gestion du parasitisme des spécialisés par rapport au mix du Massif central. Donc les spécialisés traitent plus souvent leurs chevaux, mais ils mettent en place des pratiques de gestion de l'herbe moins risquées et une présence du vétérinaire qui est plus importante. Si on passe maintenant aux coproscopies, donc là, pour la première partie, on a voulu faire un petit peu de la même manière que la typologie que je vous ai présentée précédemment. Donc une analyse en composantes multiples cette fois, mais avec une liaison animale et uniquement sur le Massif central. Donc là, c'est l'échelle individu. Donc là, on avait des variables que sont le type de système, le chargement et le temps pâturé sur les parcelles pâturées et fauchées, et des variables liées à la gestion du parasitisme que sont la durée de l'action du vermifuge, le temps restant pour que les strongles se développent, le nombre de traitements annuels administrés aux jeunes chevaux, et bien sûr l'excrétion de strongles qu'on a trouvés dans leur crottin. Donc là, on a pu séparer les chevaux en 4 groupes que je vais vous présenter par ordre décroissant d'excrétion de strongles. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, en fait, on ne va pas trouver ni le chargement, ni le pourcentage de parcelles pâturées et fauchées, puisque ce n'est pas ressorti significatif cette fois. Ça n'a pas expliqué l'excrétion de strongles. Donc, le premier groupe, qui est composé quand même de 17 chevaux sur les 46, a en moyenne excrète 700 œufs par gramme de fesses, donc c'est assez important. Et là, c'était des chevaux qui pâturaient seuls, uniquement. Il n'y avait que ces chevaux-là. Le deuxième groupe, qui là est composé que de 7 chevaux, était aussi assez fort excréteur. Là, il n'y avait que des chevaux conduits en système mixte. Ils traitaient assez faiblement, puisque 2 fois par an, donc ça laissait pas mal de temps aux strongles pour réinfester l'animal. Le troisième groupe, qui lui est assez moins excréteur en moyenne, lui utilisait un anthelmintique à durée de rémanence courte, donc le pyrantel, qui là, eux, traitaient par contre très fréquemment, 5 à 6 fois par an tout de même. Et le dernier groupe qui était le moins excréteur, avec en moyenne 235 œufs de strongles par gramme de fesses, là, ils utilisaient un anthelmintique à rémanence longue, donc plutôt la moxidectine. Donc les strongles avaient un peu moins de temps pour réinfester l'animal. Donc ce qu'on s'est rendu compte, alors qu'on avait essayé de s'affranchir de l'effet rémanence, c'est que l'effet rémanence est encore très fortement présente dans notre analyse. Donc on a refait une analyse sur un sous-échantillon, composé cette fois uniquement de chevaux qui étaient vermifugés par la même molécule, donc une molécule à rémanence longue. Au total, on avait donc 19 chevaux qui pâturaient avec des bovins et 9 chevaux qui pâturaient seuls. Et là, le résultat est quand même assez fort, puisque les chevaux qui pâturaient avec les bovins excrétaient 2 fois moins de strongles par gramme de fesses que les chevaux qui pâturaient seuls. Donc pour conclure sur cette partie, on a un fort effet de la rémanence des molécules administrées sur l'infestation des chevaux. Mais tout de même, on peut quand même conclure que le pâturage mixte entre équins et bovins diminue l'infestation parasitaire des jeunes chevaux. Donc pour terminer sur les applications pratiques et les perspectives, donc le pâturage mixte équins et bovins fonctionne pour réduire l'infestation par les strongles des jeunes chevaux, mais il faut quand même préciser les conditions pour optimiser son efficacité, parce que là, sur les chevaux que j'avais, au niveau du ratio par exemple, on avait plutôt un ratio de 1 cheval pour 2 bovins à 1 cheval pour 5 bovins. Donc il faudrait voir si par exemple ça fait 2 chevaux pour 1 bovin, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats. Pareil pour pâturage, on a mis ensemble les pâturages simultanés et alternés. Est-ce qu'il y aurait eu un effet d'alternance si on avait mis chevaux puis bovins ou bovins puis chevaux? Voilà, c'est des choses à préciser encore. Donc si on revient à la gestion intégrée du parasitisme, la gestion intégrée du parasitisme, c'est mettre ces 3 techniques ensemble en même temps.
Donc on pourrait mettre le pâturage mixte équin et bovin, en même temps que stimuler la réponse immunitaire des hôtes via par exemple l'utilisation des champignons nématophages ou de vaccins, qui sont encore en étude, d'éliminer les vers dans l'hôte avec des molécules naturelles telles que des plantes à tanins, et donc le pâturage mixte en troisième. Donc pour retenir, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous présenter, c'est qu'il y a quand même plus d'un tiers des éleveurs qui cherchent à limiter le risque d'infestation parasitaire via la gestion de leurs troupeaux et de leurs parcelles. Donc ça veut dire qu'un tiers des éleveurs ont déjà mis en place des méthodes alternatives, ce qui est assez positif, ce qui voudrait dire qu'on s'attend quand même à ce qu'ils cherchent d'autres choses que juste de la vermification systématique. Que les jeunes chevaux qui pâturent avec des bovins sont 2 fois moins parasités que les jeunes chevaux qui pâturent seuls, mais que l'effet bénéfique de la mixité est encore peu connu, puisqu'il n'y a que 35% des éleveurs mixtes qui disent clairement qu'ils pensent que ça fonctionne bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Tu nous as dit que les éleveurs interrogés vermifugeaient au fenbendazole alors que ce n'était pas forcément pertinent. C'est une question de coût, je ne connais pas les prix respectifs. Ou c'est pourquoi cette pratique? Alors bon, le Panacur c'est quand même le plus connu. C'est aussi, c'est vrai, un des moins chers. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est encore très fréquemment retrouvé. Je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je pense qu'en effet, il y a une histoire de prix, oui. Moi, je peux réagir, c'est que, en tout cas, dans la Manche, des vétérinaires ruraux font des calendriers de vermifugation avec cette molécule. Oui, il y a ce J'en vois, mais tout le temps chez des... En fait, ouais, les vétérinaires utilisent encore le Panacur assez facilement, oui. Guillaume Mathieu de l'Institut de l'élevage. Dans ton étude, tu as précisé qu'il y avait des éleveurs donc spécialisés qui n'avaient que des chevaux. Est-ce que tu leur as présenté un petit peu ces résultats pour montrer qu'avec la mixité, on pouvait éventuellement arriver à baisser les niveaux d'excrétion parasitaire? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Et est-ce qu'ils sont prêts à avoir des bovins ou des troupes bovines avec leurs chevaux après? Alors non, on n'en a pas encore parlé aux éleveurs. Ces résultats, on ne les a pas encore présentés. Après, on leur posait la question de est-ce qu'ils seraient prêts à rajouter un autre atelier animal dans leurs élevages. Bon, la plupart du temps, c'était du non, mais il y en a certains qui nous disaient assez facilement si je devais rajouter quelque chose, même si je ne suis pas trop pour, ce serait les bovins. Donc c'est vrai que on verra comment ce sera reçu une fois qu'on aura apporté les résultats aux éleveurs, mais on a bon espoir quand même que ce soit reçu assez positivement. Alors, dans le prolongement de la question, une question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez, dans le cadre de votre travail ou des collègues dans le cadre d'autres enquêtes, ont identifié les freins que les éleveurs de chevaux peuvent avoir vis-à-vis du pâturage mixte? Est-ce qu'on connaît un petit peu pour les éleveurs qui ont des réticences et qui sont respectables, mais est-ce qu'on connaît leur motivation? C'est encore difficile, c'est en cours d'étude. Normalement, je devrais pouvoir apporter des réponses bientôt. Mais on s'est posé des questions au niveau notamment de l'organisation du travail, parce que un atelier bovin, c'est quand même pas un atelier équin, c'est pas la même chose. Donc autant au niveau des compétences que du temps que ça peut prendre. Au niveau des surfaces aussi, il y a des éleveurs de chevaux qui n'ont pas assez de surface pour avoir des bovins. Donc ça peut aussi jouer. Et bien sûr, l'inquiétude de certains éleveurs de chevaux de blessures dues aux bovins, quoi. Voilà, ça c'est les 3 choses qui ressortent assez facilement. Est-ce qu'on connaît le nombre minimum de bovins par rapport au nombre de chevaux qu'il faut avoir pour que ça soit efficace? Non. Il y a des études qui sont en cours, notamment à Haras-du-Pin et à Chambray. Mais pour l'instant, non, ça n'a pas été concluant, malheureusement. Est-ce que la notion de surpâturage a été corrigée dans l'étude Non. Là, on a vraiment pris brut. On n'a pas joué sur le surpâturage, on a pris brut le fonctionnement. Point barre. On n'a pas voulu rajouter des choses. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un effet surpâturage chez les spécialisés. Ça, c'est en cours d'étude. On avait quand même des chargements assez... parce que c'est pas ressorti significatif notamment, donc ça veut dire que c'était assez proche entre mixte et spécialisé. Hein. Donc bon, normalement, ça ne devrait pas jouer, mais c'est encore à vérifier. Oui, Guillaume Mathieu de l'Institut de l'élevage. Vous avez parlé de pâturage mixte. Est-ce qu'il y en a qui font du pâturage alterné?
C'est-à-dire faire passer les bovins d'abord et les chevaux derrière. Et est-ce qu'on a noté des différences aussi par rapport à ça? Est-ce que vous avez pu regarder ça? Alors malheureusement non, parce que c'était un petit échantillon, on n'avait que 23 chevaux, mais en effet il y en a qui étaient en simultané et d'autres qui étaient en alterné, et certains étaient en simultané que pendant une période de l'année, donc par exemple pendant 2 mois ils étaient avec les bovins, et après ils passaient sur des parcelles qui étaient pâturées par les bovins, mais avant quoi. Donc voilà, il y a l'effet alterné versus simultané qui serait intéressant à étudier, mais que nous dans notre étude nous n'avons pas pu le faire. Et toujours sur cette notion de pâturage alterné éventuel, est-ce qu'on a des informations, savoir si c'est la durée, la mixité du critère de la durée entre 2 zones de pâturage, 2 moments de pâturage, et la pression de pâturage à l'instant T? Est-ce que c'est finalement avec des bovins qu'on dilue le pâturage cheval? Est-ce que c'est un effet délai du temps entre deux passages qui joue, ou bien est-ce que c'est pression à l'instant T? Il y a un peu des deux en fait, puisque on sait que si on laisse plus longtemps une parcelle sans les chevaux, par exemple 5-6 mois, normalement les vers ont eu le temps de s'éliminer. Et ensuite il y a les bovins, vu qu'ils sont là, normalement, quand ils vont ingérer les vers vont pas pouvoir se reproduire et donc vont mourir sans pouvoir se reproduire. Donc ça va couper le cycle. Donc la présence des bovins et le temps, c'est 2 paramètres qui peuvent jouer, sauf que je ne peux pas vous dire là maintenant lequel fonctionne vraiment mieux que l'autre. Vous parliez d'études qui sont en cours. Justement, c'est quoi les étapes suivantes? Alors, moi, je ne vais pas participer à ces études. C'est plutôt les personnes qui m'encadrent, donc Géraldine Florence et Geneviève Bigot, surtout, en particulier, qui vont s'en occuper. Moi, je travaille en fait sur les performances globales des élevages et la comparaison élevage mixte versus élevage spécialisé sur leur fonctionnement global. Donc, je sais qu'il y a une répétition qui est en train d'être faite, enfin je sais pas Geneviève si tu sais, mais il y a une répétition qui est en train d'être faite sur le haras du pin, sur des études qui sont en cours, sur notamment l'impact de la présence des bovins. Alors le problème c'est que c'est souvent des petits troupeaux, donc à voir s'ils vont réussir à trouver quelque chose ou pas, je sais pas. Je sais pas, oui, Sophie ou... si vous avez des réponses. C'est surtout Géraldine Florence qui met en place des expérimentations pour essayer effectivement de répondre à certaines questions entre alterné, simultané et ratio entre bovins et équins. Donc, et puis, il y a aussi, je pense, l'effet année. En ce moment, je pense que les éleveurs voient plus ou moins l'herbe pousser et les parasites qui suivent. Donc ceci, je suis pas sûr que, il va falloir certainement plusieurs répétitions et prendre en compte aussi les effets climatiques. Donc c'est en cours, mais je peux pas vous en dire plus dans l'immédiat. Éventuellement, je peux apporter juste un petit complément, c'est-à-dire que là, dans le travail que donc Sophie Danvy, qui est FCE et qui suit notamment à la jumenterie du pin et suit les expérimentations sur le plateau technique, donc il y a le projet pâture Beauvaiquin qui est mené sur le plateau technique du pin. Il était décomposé en 3 années. Les 2 premières années, on est à la 2e année actuellement, qui était une répétition de mesures des effets du pâturage mixte ou du pâturage simple, soit bovin, soit équin seul, à la fois sur la prise alimentaire et puis les conséquences que ça va avoir sur la composition florale, mais également sur le parasitisme et les effets d'excrétion ou pas. Et puis la 3e année, donc, qui va avoir lieu en 2020, où là, on va avoir cette fois-ci réellement des facteurs de variation qui vont être introduits. Alors, comme on a quand même des troupeaux qui sont limités, on ne peut pas aller très loin. Mais ce qu'on va essayer de faire varier, c'est justement le ratio. Donc on ne peut pas influencer tous les facteurs de variation simultanément. Et donc là, essayer de voir un petit peu s'il faut aller vers un ratio 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers ou pas. Et je ne sais pas si on pourra aller jusqu'à l'alternance parce que ça va peut-être être difficile de tout faire simultanément. Oui, bonjour, Cédric Charpentier pour le ministère de l'Agriculture. On a à l'écran là une photo de copâturage équin bovin viande. Est-ce qu'il y a des cas dans votre étude de copâturage équin bovin lait et le fait que les animaux, les bovins lait soient peut-être nourris de façon différente avec des concentrés, partiellement avec des concentrés, avec de l'ensilage. Est-ce que le parasitisme croisé est différent ? Alors du coup, dans notre étude, on a uniquement fait bovin allaitant, justement, pour éviter ce risque-là d'effet
d'alimentation. Et de plus, parce que comme mon étude porte sur les performances globales de l'exploitation, on avait peur qu'au niveau de l'organisation du travail, comme le bovin lait, niveau organisation du travail peut être beaucoup plus lourd que bovin allaitant, surtout quand c'est un extensif herbagé comme on recherchait dans nos élevages. On avait peur que l'effet soit trop fort et qu'on ait du mal. On cherchait quelque chose qui soit assez facilement, on va dire, applicable pour des éleveurs actuellement. Donc non, on n'a pas fait bovin lait. J'ai vu qu'il y avait 5 élevages qui pratiquaient le gyrobroyage et 5 qui pratiquaient la chaux. Oui. Comme on entend plein de choses sur ces pratiques-là, est-ce que vous avez pu est-ce que vous avez regardé si par hasard ça pouvait avoir une influence par rapport aux autres élevages, ou vous n'avez pas regardé, je sais pas. Non, on n'a pas regardé du coup parce qu'on avait justement encore l'échantillon était trop petit. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas si l'effet de ces pratiques et si c'est vraiment efficace ou pas, mais c'est vrai qu'il y en a, le chevalage, c'est leur grande passion. Mais est-ce que c'est efficace ou pas on n'a pas trouvé d'études qui le prouvaient en tout cas. Donc, Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour ces travaux.